C'est-à-dire que un remède perd, écoute bien, hein, le Mmh. remède pour moi perd 80% de son efficacité s'il n'y a pas de recherche causale qui est faite en même temps. On, on, on les a tellement déresponsabilisés pendant longtemps qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont pas de légitimité en fait à pouvoir penser, et encore moins à ce que leur pensée engendre des actes. OK, en fait, qui n'ont même plus, même au-delà de la légitimité, mais même les moyens de le Oui, faire. oui, c'est ça qu'ils ont. Quand t'as dit ça, genre le cœur est une glande endocrine, ça fait Oui, genre. oui, mais c'est ça en fait, c'est ça la folie en fait. C'est ça la folie. C'est complètement fou. Et les gens, si tu veux, sont loin de s'imaginer ça. C'est-à-dire que moi, je suis un jeune étudiant, d'accord? Je vais à la librairie, j'achète le Marieb, je suis persuadé, je mets ma main à couper, que dans ce bouquin, il y a tout ce que l'on sait en 2023. Sauf qu'aujourd'hui, les traitements ne sont absolument pas indexés aux causes, elles sont exclusivement indexées aux symptômes. Et ça, ce n'est pas fait parce que c'est plus efficace, c'est fait parce que c'est plus rentable. Eh Pierre, welcome back au Chou, parce que c'est pas la première fois que tu viens. Même si nous, c'est la première fois qu'on se parle en vidéo, c'est pas la première fois que tu viens. Et On oui. t'avait reçu dans le numéro, bah, tu vois, numéro 38, 38 sur 41 ou 40, non 42, 38 sur 42. Et tu nous as fait un super article sur le quantique. Donc je suis vraiment très, 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 très content de t'accueillir à nouveau au Chou et de façon un petit peu plus vivante, hein. Donc Et tu es à la maison. merci, merci beaucoup pour cette invitation, Dani. Mais avec grand plaisir. T'es vraiment à la maison, tu dis ce que tu veux, tu fais ce que tu veux, voilà, champ libre, carte blanche, chez nous, il n'y a pas de censure, et ça, tu le sais. Mais Mais pour les auditeurs qui te connaîtraient peut-être pas, qui n'ont peut-être pas lu vraiment correctement le numéro 38, on t'a vu passer sur les chaînes YouTube d'autres personnes, mais, mais qui est Pierre Etchart? qui est Pierre Etchart? Alors ça, c'est toujours la question piège, hein. C'est toujours la question piège parce que être capable de savoir qui on est soi-même, c'est toujours une question complexe. Alors souvent, on se présente au travers de son métier. Hein, on présente le métier que l'on fait. Donc moi, je suis essentiellement... Alors, j'exerce en tant qu'ostéopathe. Mhm. C'est toujours cette distinction entre le fait d'être ostéopathe et exercer en tant qu'ostéopathe. Parce que j'ai cette tendance à penser qu'en fait, on ne devient véritablement ostéopathe qu'à la fin de sa vie, lorsqu'on a vraiment eu un cheminement d'expérimentation suffisamment intense et qu'on a développé une certaine connaissance profonde des choses. Là, Mhm. on peut considérer à dire qu'on est ostéopathe, mais au début, en fait, on cherche à pratiquer au sein de l'ostéopathie et on se développe au travers de ça. Donc moi, l'ostéopathie, c'est vraiment mon cheval de bataille parce que j'y ai trouvé finalement une très grande alliance entre les deux aspects du monde qui me fascinent le plus actuellement, je pense, qui sont les sciences d'un côté et la philosophie de l'autre. Mhm. Et il y a une espèce d'alchimie entre les deux qui s'est retrouvée en fait au sein de l'ostéopathie, qui s'est présentée à moi comme un chemin de vie, mais vraiment extrêmement attractif. Et donc, j'ai décidé voilà, de me lancer là-dedans et de nourrir de façon intense ces deux aspects qui sont deux facettes de l'ostéopathie qui ont une valeur équivalente. C'est-à-dire que ce n'est pas que de la science, ce n'est pas que de la philosophie, bien entendu, mais c'est la science qui se met au service de la philosophie. C'est-à-dire qu'on est toujours dans une démarche réflexive, on recontextualise systématiquement ce que l'on croit savoir et ce que l'on apprend au travers de la science. C'est-à-dire que la science en elle-même n'a pas de valeur en tant que telle, c'est ce que nous en faisons qui est important. Et ça, c'est tout le propos, si tu veux, un petit peu du travail que je développe là, maintenant, au sein de l'académie que j'ai ouvert et avec lequel on va commencer justement les formations dès l'année prochaine. Bon, on sent que c'est le nœud central, hein, pour toi. Oui, C'est vraiment. Et dans ce nœud central, on voit que ta passion, c'est d'y retrouver l'humain. Et bah, on aurait pu aborder plein de thèmes ensemble, mais aujourd'hui, c'est un peu ça dont on va parler, de ce nœud central absolument. entre, bah, entre la science et ce qu'on en fait, Mhm. comment on le vit et quel sens on lui donne. Avec, bien sûr,
ta casquette, de penseur philosophe, que tu glisses un peu partout quand on te connaît un petit peu. Mmh mh. Tu glisses un petit coup là, un petit coup là, c'est du savoir, de la preuve, du fait, boum, ah, tu un peu de philo par-ci et c'est je pense que c'est un peu ta façon de nourrir l'esprit des gens Mmh mh. que tu suis, qui Ouais, t'écoutent, ouais. qui te suivent et aussi ta personne. Mmh. Oui, oui, absolument. C'est-à-dire, moi, il y a 2 éléments qui me sont, très chers et pour laquelle j'ai l'impression justement qu'il y a une espèce de lacune actuelle, dans notre société, mais généralement dans notre civilisation. C'est vraiment la notion, d'humanisation du savoir. Mmh. C'est-à-dire qu'on a, la science a vécu, 2 phases. Une phase où elle a été portée, si tu veux, au panthéon en disant que, la science était probablement la seule, le seul outil ou la seule méthode avec laquelle on pouvait accéder au réel. C'est-à-dire que tout ce qui n'était pas scientifique ne pouvait pas être considéré comme vrai, d'accord? Et ensuite, on a eu une deuxième vague qui est venue, de façon contestataire, pardon, créer la même problématique, mais dans le sens inverse. C'est-à-dire, on a eu, toute une pensée qui s'est dirigée vers un relativisme absolu, et qui, donc pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est à l'instar de Feyerabend en épistémologie, qui est vraiment une personne qui pensait que justement tous les savoirs se prévalaient et qu'on ne pouvait s'accorder en fait sur absolument rien. Et donc là, on se retrouve avec une espèce de grand écart où tout le monde est un petit peu perdu. Et dans les deux cas, en fait, le dénominateur commun, et c'est pour ça que moi je cherche vraiment à me rapprocher de la voie du milieu, c'est-à-dire que ce sont deux extrêmes, et les deux ont en fait comme dénominateur commun qu'ils se sont extraits de la condition humaine. C'est-à-dire que les deux ont oublié que ce qui était important, ce n'était pas ce que l'on savait, mais ce que l'on faisait avec ce que nous savions. C'est-à-dire que un savoir, ce que l'on découvre, par exemple en science, quelque chose d'extrêmement pointu, cet élément-là, OK, il est là, mais il n'a de valeur que dans ce que nous faisons avec cet élément-là. D'accord? Et de la même façon, de l'autre extrême, c'est-à-dire que quand on considère qu'on peut tout relativiser, qu'il n'y a aucun savoir, mais c'est pareil. C'est-à-dire qu'à partir de là, on ne peut plus construire une pensée qui soit structurée, qui soit rigoureuse et qui nous permette d'être, je dirais, d'être ancré en fait. Et donc, dans les deux cas, en fait, ce qui manque, c'est l'humain. C'est l'humain. Il manque le lien entre les choses et l'humain. Et donc, moi, mon objectif, enfin mon souhait en tout cas, hein, c'est vraiment de rapprocher ces deux extrêmes, de leur dire, écoutez, de chaque côté, autant de ce côté-là que de ce côté-là, vous avez raison, mais vous avez aussi tort, à mon sens. Et ce qui vous manque tous les deux, c'est vraiment de ramener de l'humain. Donc, mettez de l'humain dans chacun de vos raisonnements, et vous allez voir que les choses vont vous apparaître de façon beaucoup plus subtile. Parce que le monde est subtil et le vivant, en fait, est subtil. Et c'est la subtilité qui permet d'accéder à la notion de complexité. La notion de complexité, c'est un terme qui avait été énormément promu par Edgar Morin et qui est vraiment une valeur, je dirais, primordiale, justement, dans l'approche du vivant. Et donc ça, voilà, ça c'est vraiment mon dada, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des conflits ou des choses qu'on ne comprend pas ou des dialogues qui se transforment en lutte ou en, tu vois, en essayant de convaincre absolument l'autre, je dis tiens, là il y a autre chose qui se joue parce que le jeu du dialogue, normalement, quand on est dans la science ou autre chose, c'est justement de créer du lien. La notion de dialogue, c'est le lien. Et dès qu'on sort de là, c'est-à-dire qu'on retombe dans les extrêmes dont je parlais au début, mais en fait, on n'est plus dans un dialogue, on est dans un affrontement. Et on essaye non pas d'aller vers l'autre, on essaie de convaincre l'autre. Et à partir du moment où on essaie de convaincre, à mon avis, on a toujours tort. Al moi, c'est pas je mettrais juste une petite nuance, c'est que, je vois pas, le fait de convaincre comme un problème. Ah non, c'est pas un problème. Mais, par contre, je pense que si on n'arrive pas à convaincre quelqu'un simplement, agréablement, dans un vrai échange,
c'est qu'on n'a pas les moyens de convaincre, on n'a pas assez de mitraille pour de convaincre, hein. Et quand on regarde la science, là, on voit quand même qu'il y a une espèce de fossé entre ceux qui, on va dire, pensent l'exercer Mmh. et le reste du monde. Mmh. Et c'est aussi pour ça que tu as créé ton académie, c'est pour essayer d'autonomiser les gens au niveau de la pensée et au niveau de leur santé aussi. C'est ça. Est-ce que, on va dire, les exerçants de la science, ou ceux qui pensent l'exercer, ont mis volontairement tout le reste du monde à part? Ou est-ce que c'est le reste du monde qui, lui, à un moment donné, s'est juste reculé dans son fauteuil et a laissé un peu, passer sa vie? Mais en fait, notre système est basé en fait sur ça. C'est-à-dire qu'on a créé, de façon institutionnelle, des spécialistes. C'est-à-dire on a créé ce concept en fait de spécialisation et de spécialiste. Et on vit dans une ère en fait où justement chacun doit être spécialiste de quelque chose s'il veut avoir une certaine légitimité à en parler ou à dire ou à faire quelque chose. Le problème de la spécialisation, c'est que on va amener les gens, donc on va prendre l'exemple de l'université, d'accord, parce que c'est vraiment l'exemple le plus concret. Euh, on amène les gens dans les universités en fait à étudier de façon théorique quelque chose qui est isolé d'un contexte, c'est-à-dire en laboratoire, d'accord. Et à partir de là, on va lui demander de développer une connaissance générale du vivant. D'accord. C'est-à-dire qu'on part d'un cas isolé, on va dire, on se rend compte que dans telles conditions, dans telle situation, dans tel contexte, on obtient ce résultat, et on va ensuite, en fait, généraliser ça de façon globale. Et là, par contre, on est perdu parce que on sait bien que le vivant est beaucoup plus complexe que ça et que les résultats dépendent énormément des contextes. Non seulement des contextes, mais aussi de la façon dont les gens interagissent avec l'expérience que tu mènes. Et donc aujourd'hui, on a affaire quand même beaucoup à des spécialistes, mais des spécialistes de choses qui n'ont une réalité qui n'est pas notre réalité en fait. C'est une réalité de laboratoire. C'est pas une réalité commune, partagée par tous. Et malheureusement, ce sont ces gens-là qui décident pour tout le monde. D'accord. C'est-à-dire que ce sont ces gens-là qui vont donner en fait, qui vont guider tout le monde et qui vont dire voilà, on a trouvé en laboratoire que quand on fait ça, il y a ça. Donc, à chaque fois qu'on aura ça, il faudra faire ça pour tout le monde. Et ça répond, si tu veux, à un mécanisme au départ qui est lié en fait au système capitaliste. C'est-à-dire que le système capitaliste qui a un besoin initial, pardon, il a un besoin initial de rentabilité. D'accord. C'est la base même du capitalisme. Et pour que ce soit rentable, pour que quelque chose soit rentable, qu'un système soit rentable, il faut que les choses soient généralisables pour qu'ils puissent être créés en grand nombre. C'est-à-dire que je dois pouvoir, à une situation, offrir systématiquement la même réponse. Parce que si j'ai à une question la même réponse, et que je peux, je dirais, monétiser cette réponse, ben en fait, le simple fait de dire que à chaque fois qu'il y a cette question, je donne cette réponse, je permets de fructifier énormément d'argent. Mais imagine-toi, je vais te donner l'exemple des symptômes. C'est aussi simple que ça en fait. C'est-à-dire que si on arrive à convaincre les gens que à chaque même symptôme, il faut répondre avec la même réponse, c'est-à-dire avec le même médicament ou avec le même, ce que tu veux, hein, avec le même remède, et en fait là c'est bingo. Parce que ça veut dire qu'à chaque fois que tu auras ce problème-là, tu proposeras la même chose et donc tu pourras le produire en grande quantité à l'avance pour pouvoir le vendre. Mais imagine-toi que, et c'est là à mon sens où se trouve la vérité du vivant, c'est qu'à chaque question, même si la question est la même, en tout cas la façon dont on la comprend, la réponse doit être différente. C'est-à-dire que toi, par exemple, imagine que tu as une migraine, d'accord ?
et que moi aussi j'ai une migraine. Eh bien, ce qui va déterminer l'efficacité du traitement, c'est le rapport qu'il y a entre le traitement et la cause liée à ton symptôme. D'accord? Sauf qu'aujourd'hui, les traitements ne sont absolument pas indexés aux causes, elles sont exclusivement indexées aux symptômes. Et ça, ce n'est pas fait parce que c'est plus efficace, c'est fait parce que c'est plus rentable. Parce que si on doit à chaque fois donner un traitement différent, même pour le même symptôme, eh bien, tu ne peux pas créer un business. Tu peux pas. Tu peux pas généraliser ça. Et donc, il y a un système qui s'est quand même enfermé sur lui-même pour pouvoir être rentable. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette notion de rentabilité. Et quand même, ce qu'on oublie souvent, hein, c'est que le système de santé, tu vois, pour parler de ça, on oublie quand même qu'en France, et on n'a pas envie hein, de le penser, comme tu m'as dit qu'on ne se censurait pas, on dit les choses telles qu'elles sont, le système de santé, c'est un système commercial. Je sais que c'est compliqué à se le dire parce qu'on se dit non, quand même, la santé, dans notre inconscient collectif, la santé, c'est à part. Parce qu'en plus, on a la sécurité sociale, enfin, tu vois, tous ces trucs-là. Et donc, pour nous, c'est à part. Tu peux pas envisager que quand tu vas chez un médecin, c'est la même chose que quand tu vas dans un magasin. C'est pas envisageable, ça. Et je dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien. Je dis juste que les deux répondent aux mêmes critères nécessaires, en fait, de rentabilité. C'est-à-dire que si tu allais chez ton médecin et qu'il ne pouvait pas te rendre, toi, par ta présence, rentable, eh bien, il fermerait boutique. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, il n'y a pas de jugement. C'est-à-dire, c'est pas que c'est bien, c'est pas bien. Non, non, c'est une réalité. Voilà. Et à partir du moment où on comprend ça, bien, on comprend vite qu'il peut y avoir des conflits d'intérêts et que ces conflits d'intérêts-là, on peut avoir les moyens de les comprendre. Et c'est cette compréhension, en fait, qui est nécessaire. Parce que les médecins, si tu veux, moi, j'ai toujours travaillé avec eux. C'est un corps de métier qui est extrêmement riche, extrêmement que j'aime beaucoup, parce que j'aime beaucoup, beaucoup travailler avec eux. Mais il faut recadrer, en fait, il faut recadrer un petit peu le positionnement exact par rapport à cette activité-là. Oui, si on n'est pas là pour diaboliser le corps médical, bien au contraire, hein. Ce serait bien le contraire, même, tu verras. Et bien au contraire, parce qu'on sait quand même que la grande écrasante majorité des gens qui sont dans ce sys ou qui se sont mis dans cette voie-là, l'ont fait à la base par passion, par cœur. Je pense à tous les infirmiers, les infirmières, on voilà, c'est une vraie Et passion. même après, c'est-à-dire que la plupart, moi, ce que je connais, la plupart aujourd'hui, malgré ce système qui tient en fait les vis de cette façon-là, eux maintiennent quand même un niveau, si tu veux, d'humanité qui est extrêmement élevé. Et c'est ça d'ailleurs qui permet à la chose de tenir. Parce que si l'humain avait complètement disparu, ça s'écroulerait. Mais heureusement qu'il y a quand même des gens qui aujourd'hui ont gardé en fait cette conviction d'être vraiment dans quelque chose, je dirais, de plus ou moins altruiste et de vraiment de vouloir aider l'autre, parce que sinon ça ne pourrait pas fonctionner en fait. Parce que le soin, quand on l'étudie, tu te rends compte quand même que c'est avant tout de l'humain en fait, c'est avant tout du lien, encore une fois. Bon, pour, après passer sur un autre sujet, il y a aussi une autre frange de ce corps, enfin, on va dire des médecins, docteurs et autres, qui, eux, au bout d'un moment, oublient en fait de se remettre en question, de reprendre une autonomie de pensée à la sortie de leur école et qui se retrouvent totalement bloqués dans leur système avec, leur compte bancaire. Expérience faite. Mm. J'avais envie de ramener ça en fait à on va dire à la majorité des humains dans leur santé. C'est que si on voit ça comme, rentrer, on va dire, peut-être pas forcément un magasin, mais on va dire un garagiste. Ouais. On va prendre la migraine, mais on va la transposer en, pneus qui crèvent. Mhm. Tu crèves une fois, Mhm. tu vas chez le garagiste, tu as la réponse basique. Il te remet, je sais pas, ici on dit un replète, tu vois? Oui, ça doit être du patois certainement, une rustine. Mhm. Il va te mettre une rustine, tu vas repartir, une semaine après, tu recrèves. Tu revas, il te remet une rustine. Mais à quel moment le propriétaire de la voiture va se poser la question du
pourquoi, en fait, ils crèvent? Tout simplement pour éviter d'à chaque fois, payer une rustine plus la main-d'œuvre. Alors ça va même plus loin que ça. Ça va même plus loin que ça. Hem, Effectivement, lorsqu'on lorsque je développe moi, dans mes formations, dans mes cours, justement cette philosophie d'être, un petit peu, hem, Autonome? d'avoir plusieurs casquettes, c'est-à-dire de toucher un petit peu à tout. Souvent, on m'a reproché le fait que, ben, en fait, on ne pouvait pas tout savoir et qu'il fallait effectivement se référer à certains moments à des spécialistes, qu'il fallait leur faire confiance. Et ça, c'est une évidence en fait. L'idée, ce n'est absolument pas de tout savoir, on ne pourra jamais tout savoir. Mon propos, il n'est pas de tout savoir, il est d'en savoir le maximum en fonction de notre contexte personnel. Je reprends ton exemple. Une personne qui a une voiture, qui a besoin de sa voiture tous les jours pour aller travailler, pour aller faire les courses, tout ça, eh bien, à mon sens, elle a tout intérêt à y connaître un petit peu en mécanique. D'une part, pour pouvoir se débrouiller toute seule si jamais il n'y a pas de garagiste à côté et de ne pas se retrouver, tu vois, en difficulté. Ensuite, lorsqu'il amène au garage, pour aussi éviter de se faire escroquer, d'accord? Parce qu'il va parler le même langage, il va savoir ce qu'il en est. Et ensuite, tout simplement pour pouvoir obtenir cette autonomie dans les éléments, dans les outils qui lui sont les plus vitaux dans son quotidien. Mais en revanche, une personne qui vit complètement isolée, qui n'a pas de voiture, qui a absolument tout chez lui, qui ne veut pas sortir, qui a son potager, qui a son autonomie sur place, mais aucun intérêt d'apprendre des choses sur la mécanique. De la voiture, je parle. Par contre, peut-être qu'il serait intéressant pour lui de développer des connaissances en mécanique hydraulique, si jamais il a un puits, ce genre de choses. Et c'est ça, en fait, dont je parle. Moi, c'est par rapport à l'environnement, par rapport au monde dans lequel nous évoluons, ces domaines-là, ce sont des domaines que nous devrions creuser et dont nous devrions connaître les principes et non pas les règles. Et ça, à mon sens, c'est vraiment c'est presque, c'est presque oui, c'est presque du bon sens en fait. Parce qu'à l'époque, quand je parle de l'époque, je parle vraiment de la Renaissance, même jusqu'au XVIIIe siècle. Bien, il était inconcevable que les spécialistes dont on parle se spécialisent dans une seule voie. C'est-à-dire que les gens qui étaient mathématiciens, ils étaient obligatoirement philosophes. Obligatoirement. Et ils avaient même tout un aspect, si tu veux, spirituel qui était développé, et ce n'était pas du tout en contradiction. Alors qu'aujourd'hui, on est obligé d'avoir une seule carte, une seule casquette, une seule étiquette, si on veut être légitime en fait à ce truc-là. Alors que, alors que c'est complètement paradoxal, parce que si, plus tu te spécialises dans quelque chose, plus tu t'isoles du contexte, plus tu dénatures en fait la réalité. Et donc, tu deviens spécialiste de quelque chose qui n'existe pas. Et ça, je pense que les personnes, notamment de la Renaissance, l'avaient bien compris. C'est pour ça qu'ils essayaient d'avoir une vision globale, vraiment holistique. Ils recoupaient, ils recoupaient les données qu'ils avaient en fonction des approches, c'est-à-dire que, par exemple, lorsque tu avais une pensée philosophique, d'accord, tu arrives au bout de ta pensée philosophique, et tu te dis, ok, là je suis arrivé au bout et j'ai l'impression vraiment de toucher du doigt quelque chose de vrai. Ok, qu'est-ce que vont dire les mathématiques de ça? Et donc, il va réétudier ça, et d'un point de vue mathématique, il va réétudier la question. Et à la fin, est-ce que ces deux éléments se touchent? Est-ce qu'ils ont un point commun? Est-ce qu'ils s'opposent? Est-ce qu'ils disent complètement l'inverse? Et ça donne une espèce de méthodologie, une espèce de rigueur qui te permet d'avancer de façon beaucoup plus sûre sur des choses et d'être beaucoup plus autonome, du coup, dans ta façon d'interagir avec le monde. Donc, pour en revenir à ton mécanicien, oui, il est clair que en fonction du niveau d'utilisation que tu en fais, pour moi, il me semble important, sinon tu deviens complètement dépendant du système. On voit quand même que on a été dépendant pendant, en tout cas, un bon gros siècle, là. Ouais. Et comme tu le disais avant, on peut pas tout savoir, mais ça serait quand même sympa de s'intéresser sur ce qui incombe nos vies
concrètement, en l'occurrence la santé, OK, on peut pas, être un spécialiste de la main gauche, de la main droite, de la rate, et de la tête alouette. Mais pour être suivi par des spécialistes, on doit quand même avoir, un espèce de consentement, de libre arbitre. Mmh. Est-ce que j'aime pas aller dans cette direction-là, mais en fait, je vais te dire le fond de ma pensée, c'est que j'ai l'impression qu'on on fait tout pour déresponsabiliser les gens Mmh. et leur faire même abandonner, en fait, leur libre arbitre et leur consentement. Absolument. Mais tout ça, c'est lié. Est-ce qu'on a encore le choix? Alors là, tu as mis plusieurs perles dans le même collier, c'est incroyable. Parce que là, alors ça, on va commencer déjà par la notion de déresponsabilisation, parce que ça, c'est quelque chose de très très important, et c'est quelque chose qui est directement corrélé justement à l'autonomie. C'est-à-dire que plus on est dépendant d'un système, plus on se déresponsabilise. Parce qu'on considère que justement, nous n'avons plus la légitimité à penser et à prendre des décisions parce que les spécialistes sont là pour le faire. Donc on se déresponsabilise. Et donc si on fait quelque chose mal, bon ben tant pis, c'est la faute à pas de chance parce que moi le spécialiste il m'avait dit de faire ça et j'ai fait ça. D'accord. Donc déjà il y a un lien, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on devient trop dépendant d'un système, on se déresponsabilise. Et donc, en fait, on délègue notre existence, en fait, hein, parce que ce sont quand même les choix les plus importants qui vont déterminer la façon dont on va s'épanouir, se développer dans ce monde, qui vont être décidés par d'autres. Et ces autres-là, qui ne nous connaissent probablement même pas et qui n'ont absolument pas le dixième du contexte dans lequel nous évoluons. Tu Voire vois. même qu'ils s'en foutent Oui, totalement. oui, 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 oui. Et ça, c'est vraiment, c'est vraiment un problème majeur parce que tu vois, récemment, j'ai été amené à aller un tout petit peu sur les réseaux sociaux parce que justement, par rapport à l'académie, j'ai ouvert un compte Instagram. Donc, même si ce n'est pas moi qui suis derrière, c'est alimenté par mon équipe. Et j'ai constaté, je tombais régulièrement en fait sur des gens qui disaient fais ceci, fais cela, ne fais pas ça, arrête de faire ça. Systématiquement. Et c'était en gros plan, tu vois. Et ils te disent ce qu'il faut faire et ils te disent ce qu'il faut pas faire. Mais c'est extrêmement rare qu'ils t'expliquent pourquoi. Alors, soit parce que eux-mêmes n'ont pas forcément compris les implications, soit parce qu'en fait, ils font que répéter quelque chose qu'ils ont entendu et qui a probablement, parce que moi je les considère tous de bonne foi, hein, mais qui a probablement fonctionné pour eux. Et donc, si tu veux, pour reprendre le propos du départ, tu te rappelles que c'était étant dans un système économique, on a besoin en fait de généraliser les, 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 les fonctionnements. Et donc, si à un symptôme, on a une réponse, un seul traitement, mais à partir de ce moment-là, l'objectif, si tu veux, de toute personne qui recherche la santé, ça ne va pas être de développer l'autonomie de pensée ou le raisonnement, ou ça va être de trouver le remède qu'il te faut par rapport à ton problème spécifique. Et donc, on va rentrer dans une recherche de réponse par rapport au remède au lieu de chercher la raison de ce remède. Dans le premier cas, c'est-à-dire le fait de chercher uniquement le remède, ben en fait, on va tourner en rond, tu te doutes bien, parce que ça renvoie à ce qu'on disait tout à l'heure. Il n'existe pas de remède général, d'accord? Parce qu'un remède n'est efficace que lorsqu'il traite la cause. Mais les remèdes ne traitent jamais les causes, parce que les remèdes sont toujours préparés à l'avance. D'accord. Et donc, ils répondent uniquement à un symptôme. Donc, à la limite, on peut faire disparaître un symptôme. Mais c'est pas grave. Vu que la cause est toujours là, il va y avoir un autre symptôme qui va apparaître et on n'aura fait que déplacer le problème. Mmh. D'accord. Et ça,
cette attitude, ce comportement en fait d'amener les gens à consommer finalement du remède, c'est quelque chose qui renvoie effectivement à la notion de choix. Et le choix, aujourd'hui, il est dans le prolongement du propos qu'on vient de tenir. La notion de choix, elle est vécue aujourd'hui par les gens, notamment dans le domaine de la santé, comme le fait de pouvoir en fait choisir son mode de traitement. Par exemple, moi, j'ai le choix de prendre des médicaments ou je sais pas, ou de prendre de l'homéopathie, par exemple. Voilà. Et donc les gens vont penser que leur liberté correspond en fait au fait de faire le choix, ce choix-là. Alors qu'en fait, le choix lui-même, c'est vraiment une illusion. C'est quelque chose c'est encore presque un argument de vente en fait, le choix. C'est-à-dire que lorsque moi je décide de prendre l'homéopathie ou un médicament, mais en fait le choix, je ne le fais pas je ne le fais pas. Ce choix, il est déjà préprogrammé par rapport aux croyances que j'ai. D'accord? Et donc, ma seule liberté, ça ne va pas être de faire le choix entre ces deux-là, mais ça va être de comprendre pourquoi j'ai fait ce choix. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que je prends un médicament et pourquoi est-ce que je prends de l'homéopathie? J'ai pris cet exemple-là, mais j'aurais pu en prendre plein d'autres. D'accord? On peut même faire ça avec des aliments. Par exemple, on va le faire avec la viande. Ça va être très bien. Avec pourquoi est-ce que je mange de la viande et pourquoi est-ce que je n'en mange pas? Aujourd'hui, dans le véganisme, la liberté est exprimée par les gens. On me disait, mais attends, c'est mon droit, je suis libre de faire ça. Je suis libre en fait d'être vegan. D'accord? Tout comme je suis libre d'être carnivore. Et les gens pensent que c'est vraiment un choix qu'ils font. Alors que ce choix, il est prédéterminé, c'est-à-dire qu'au moment où tu crois faire ce choix, le choix, il est déjà fait. Parce qu'il est le résultat de tout un tas de raisonnements et d'informations que tu as reçues et qui décide pour toi. Et en fait, il te pousse à faire ça. D'accord? Donc c'est comme si tu avais en fait des croyances, donc tout le monde a des croyances, et donc ces croyances-là vont t'amener à faire ce choix. Et donc, tu n'as aucune liberté parce que tu n'es qu'un exécutant. Tu n'es qu'un exécutant. Par contre, là où tu as une véritable liberté, une véritable puissance, c'est non pas dans le fait de faire un choix, mais dans le fait de comprendre le choix, comprendre le sens de ton choix, le pourquoi. Et donc, si tu commences à te dire, non, moi, je suis vegan parce que je ne veux pas manger de viande et que c'est mon choix, à me dire, mais pourquoi est-ce que je ne veux pas manger de viande? Quelle est vraiment la raison sous-jacente? Eh bien là, tu peux commencer à tirer une pelote de laine qui va te donner de la liberté. Alors, peut-être que ça te fera changer d'avis ou pas, mais au moins, tu auras utilisé ta véritable liberté. Par contre, faire juste un choix de manger ou de ne pas manger, ça, c'est pas un choix. Ça, on est porté. C'est comme, tu vois, je donne souvent l'exemple des aliments. Il y a des gens qui aiment... moi, je donne souvent l'exemple de la pastèque, que j'adore, et tu vois, des brocolis que je déteste. D'accord? Mais oui, je déteste les brocolis, je suis désolé. How is it possible? Je suis désolé. Mais ces deux aliments-là, quand moi, je fais le choix de manger la pastèque et de ne pas manger le brocoli. Mais à aucun moment, j'ai décidé que je voulais aimer les pastèques et que je voulais pas aimer les brocolis. Si j'avais eu le choix, j'aurais adoré les brocolis. J'adorerais adorer les brocolis, mais c'est pas le cas. Mais il faut peut-être que je te les cuisine une fois et puis on passera outre. Non, Alors, c'est sûr que, vous voyez, on passe tout de suite à un niveau supérieur. C'est qu'on n'est pas. Moi, j'allais essayer de ramener ça un peu à la situation sociétale actuelle. J'en ai très envie, mais j'ai aussi bien envie de te suivre sur l'autre piste. On va faire un mix des deux. Moi, j'ai ma réponse. Est-ce que ce fameux pourquoi, on se le pose une fois, on définit sa raison, ou est-ce que c'est un mode de vie, le pourquoi? Non, pour moi, c'est clairement un mode de vie. C'est quelque chose qui est systématiquement renouvelable, pardon. Parce que le pourquoi, en fait, il t'ouvre la porte des chaînes de causalité. Voilà. Et sauf que la chaîne de causalité, elle est théoriquement infinie. Théoriquement. Donc, c'est comme le fait de tout savoir tout à l'heure, tu sais. L'idée, c'est pas de connaître tous les pourquoi. Non, c'est juste par rapport à ta situation, il y a un moment
Pour certaines personnes, il y a un ou deux pourquoi qui suffiront, et il y en a d'autres, il faudra poser 10 pourquoi, parce que il y a énormément de croyances et de fausses évidences qui se sont accumulées pendant des années. Mmh. Tu vois, par exemple, je sais pas moi, les gens qui se sont laissés embrigader dans des sectes ou ce genre de choses, tu vois, eux, il va falloir déconstruire beaucoup plus. Sauf que cette déconstruction, elle est permise grâce au pourquoi. Mais les gens, par exemple, qui vont rentrer, tu vois, dans une secte, ils vont te dire qu'ils font le choix d'y aller. Mmh. Tu vois, tout comme les gens qui boivent du coca aujourd'hui, ils te disent, mais oui, mais je fais le choix. Les gens qui se sont mis à fumer, ils te disent, mais attends, mais j'ai fait le choix. Alors qu'ils n'ont jamais fait le choix de fumer. C'est la société qui leur a imposé. Parce qu'à un moment donné, il fallait ressembler à tout le monde, il fallait être un peu rebelle, il fallait un peu Ouais, aller à alors tu l'encontre. vois, je t'arrête là-dessus parce que Ouais, moi j'ai été fumeur oui, pendant, longtemps, j'ai arrêté, je le suis redevenu, ouais, je vais réarrêter, mais tu ouais, sais? Parce que moi le pourquoi c'est un mode de vie ouais. et ça veut pas dire automatiquement que, je vais changer mon choix. Non, pas du Tu sais? tout. Par Pas du tout. exemple, j'aime bien donner cet exemple-là, quand, quand je donne des mini confs, hein. C'est On s'en veut souvent. Par exemple, on a regardé la vidéo d'Irène Grosjean, toutes les vidéos de Thierry, manger vivant, c'est génial et je rentre le vendredi soir, j'ai envie d'une pizza. Mmh. Mais pourquoi j'ai envie d'une pizza? Ah non, non, c'est juste mal. Non, c'est pas mal. Exprime pourquoi. Vas-y, creuse. Et moi, j'ai creusé parce que, bah oui, comme tout le monde, à des soirs, je rentre, tu sais, j'ai envie de manger, tu sais, ouais, une pizza, puis ouvrir une bière et puis Ouais, voilà et j'ai mais tu remarqué. vois ouais, excuse-moi, mais tu vois, ta question pour moi, elle est pas placée au bon endroit. Ah mais Parce que tu poses le pourquoi. Excuse-moi, je me ouais, permets, hein, mais tu te demandes: «Pourquoi est-ce que j'ai envie d'une pizza?» Mais ouais, c'est pour moi, elle est pas là la question. Pour moi, c'est: «Pourquoi est-ce que tu penses que c'est mal de manger une pizza?» j'y venais. D'accord, OK, autant pour C'est moi. et j'y viens parce qu'en fait, je me suis rendu compte que, du moment où je savais pourquoi j'avais envie d'une pizza, Ouais, je pouvais passer au second pourquoi. Ça peut être, exactement. beh, voilà, le dans le meilleur des cas, c'est pour ça que je vais faire le parallèle avec la cigarette, c'est que c'était: «Ah mais j'ai envie de manger une pizza parce que je suis énervé aujourd'hui. Mmh J'ai mh. envie de faire quelque chose de mal». Mmh. Alors OK, après la notion bien, mal et on s'en fout, Ouais, on s'en exactement. fout. L'important c'est le pourquoi Ouais. et souvent c'était: «Ah mais parce que en fait, je suis énervé parce qu'il s'est passé ça au travail». «Mais pourquoi tu es énervé?» «Parce qu'au fond derrière je suis triste, parce que si, puis en fait, je déroulais ma plotte C'est tout ça. seul ou avec mon conjoint Mmh mh. et à un moment donné, c'était soit «Ah en fait, j'ai plus envie de manger une pizza» ou alors: «Ouais, OK, ah c'était hard aujourd'hui. Je vais me la manger ma pizza». Voilà. Parce que la on s à la limite, on s'en f bien mal, on s'en fout et la cigarette pour moi, ça a été une réponse à un mal-être. Et pour moi, ça m'a pas été imposé par la société, telle quelle. Pour moi, ça a été présenté comme une solution et j'ai l'impression que beaucoup de choses sont présentées comme des solutions, mais qu'au fil du temps, on a décidé ou peut-être conclu que c'était des obligations. Mmh. On Ouais. fait le parallèle, bien sûr, hein, on parle pas que de mécanique, on parle pas que de bouffe, on parle vraiment de quelque chose de général, principalement sur l'autonomie de pensée et la responsabilité au niveau de notre santé. Parce que tout ce dont on vient d'échanger, c'est applicable à tout, en fait, c'est même la racine de notre mode de fonctionnement. Ça, je dirais même que c'est notre mode d'emploi au travers de tout ce qu'on peut, traverser dans la vie. Mmh mh. Mais tu vois, pour reprendre l'exemple de la cigarette, le parce que ce mécanisme-là, de la diversion, du choix, elle renvoie elle renvoie à quelque chose qui est très important et qui est souvent, sous-estimé, qui est, la notion de neuromarketing. C'est-à-dire que ces gens-là, en fait, ont parfaitement compris que justement l'humain fonctionnait avec ses sens Mmh. et qu'il se représentait le monde au travers de ses sens et que donc il suffisait de manipuler ses sens pour lui faire projeter un monde comme nous l'avons pensé pour l'amener à se comporter comme nous le voulons.
et donc à se comporter comme un consommateur. Mmh. Et ça, c'est le principe même de la publicité. La publicité, tu sais bien que c'est pas là pour dire, des vérités. C'est là pour créer un scénario avec du visuel, du sonore, avec tout ça, pour t'amener à créer une sensation dans ton organisme qui va te pousser à consommer et à te donner la sensation que tu fais le choix de consommer. Mmh. Tu vois? Et c'est ça le truc. Et on vit en fait dans ce monde-là. Donc moi, je ne suis pas à aucun moment je dis que fumer c'est pas bien et je m'en fiche en fait. Je n'ai aucun jugement sur n'importe quel mode de consommation. Vraiment. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de se rendre compte que la plupart de nos modes de consommation sont pilotés et que ce pilotage, en fait, il n'est pas conscientisé par la plupart des gens. Alors que nous baignons, nous sommes des enfants de la télé, notre génération sont des enfants de la télé, nous avons baigné dans de la publicité et nous savons qu'aujourd'hui, tout est neuromarketing. Tout, quand tu rentres dans un magasin, tout est étudié, la hauteur, la couleur, les parfums qui sont donnés en même temps, la luminosité, la musique qui est forte pour faire... Tout est étudié, non pas pour que tu sois libre de Mmh. faire tes choix, mais pour que tu sois, pour générer chez toi un comportement ou compulsif ou grand consommateur. Et ça, il faut en prendre conscience parce que c'est valable pour la totalité de notre rapport au monde. C'est simplement ça. Et donc, c'est pour ça que le pourquoi reste vraiment la clé. Quand tu te retrouves parce que tu sais qu'au chou, évidemment, hein, le 90 des gens qui suivent le chou, qui soutiennent le chou, qui lisent le chou, sont intéressés par le mieux-être en général, mais beaucoup par la santé et l'alimentation. Ça reste quand même une des pierres angulaires, du chou et quand on se retrouve face à un spécialiste, on se rend compte quand même qu'on a un problème, c'est que vu qu'on a un spécialiste, qu'on a le représentant d'une seule carte d'un jeu d'un nombre de cartes infini, le choix est quand même compliqué à faire. Si on n'a pas une personne avec au minimum deux trois cartes sur le bureau et qui, potentiellement, ne tire pas la tronche quand tu lui dis: «Écoutez, vous avez pas les cartes qui me convient, je vais aller voir ailleurs si j'y suis». C'est tout le problème. C'est tout le problème, c'est le vice d'un système où en fait on n'a que des spécialistes. C'est vraiment le problème. Parce qu'en plus, un spécialiste, au bout d'un moment, va vraiment mettre sa carte joker en disant, écoutez, moi je sais et vous ne savez pas. Mmh mh. Et donc on va se retrouver avec une espèce de hiérarchisation, euh, oui, de domination. Il va y avoir Mmh mh. il va y avoir un rapport de dominant-dominé qui va s'installer. Et là, on rentre dans tous les rouages, encore une fois, du système économique. Mmh mh. C'est-à-dire que cette domination va amener la personne à faire quelque chose qu'elle n'avait pas forcément envie de faire, tout simplement parce que cette relation de domination a généré de la peur. Ça ne... Est-ce que quand tu dis économique, on pourrait pas mettre l'ego avec dedans? Ah ben ça va avec. Ah! Ah, pour moi, ça va avec. Mmh. Donc on pourrait dire que c'est un système égonomique? On peut les associer comme ça, oui. On peut faire un hybride sémantique. Moi, ça me pose aucun problème. Oh, mais c'est bon ça. Elle est très, très bonne. Non, parce que tu sais, évidemment, moi je c'est pas mon métier à la base de poser des questions, voilà, mais j'adore ça depuis 7 ans et tu me parles de quelque chose, moi je vois mon expérience personnelle et le jour où j'ai dit: «Merde» et que je me suis sorti de 3 maladies dites incurables, bah, j'ai dû enjamber des tonnes d'ego, de Mmh, blouses blanches, tout à fait. et ça a été affreux. Puis en plus, j'étais suivi par le gratin, du gratin, du gratin. Tu vois? Moi, c'est peu mais bien. Mon extracteur, c'est un Angel. J'en Mmh. ai un, Ah ouais. je vais l'avoir pour peut-être 20 ans, 30 ans, c'est un Angel. Donc j'étais vraiment suivi par Ouais. les pontes, je pensais être chez les meilleurs, Mmh. mais il m'a fa voilà, j'ai quand même réussi à enjamber ces égos-là. Donc on s les gens qui sont chauds, qui nous suivent, qui t'écoutent, qui m'écoutent, hein, ont déjà fait ce choix-là, Mmh. ont cherché leur pourquoi, Mmh. mais comment? Ouais.
Mais juste pour terminer par rapport à cet ego, euh, il y a un élément sur lequel j'aimerais revenir par rapport à ce qu'on a évoqué au tout début. C'était justement le fait, tu sais, de ne pas stigmatiser et de ne pas diaboliser le marché, on va dire, allopathique. Mhm. Voilà. Parce qu'effectivement, le problème, c'est pas il n'y a pas en fait des gentils et des méchants dans cette histoire. Mhm. Il y a que des incompréhensions. Par exemple, le fait que dans l'allopathie, ils ne traitent pas les causes, mais ne traitent que des symptômes, et du coup, ils ne font qu'entretenir en fait les problématiques ou le déplacer, Mhm. euh, c'est quelque chose qu'on va quand même aussi retrouver, et moi je le constate, et je suis désolé de le dire, mais on retrouve aujourd'hui un petit peu la même chose dans tout ce qui est dite médecine parallèle, même en naturopathie. C'est-à-dire que ce que moi je constate aujourd'hui, c'est que la naturopathie est tombée, dans certains cas, attention, je ne généralise pas, mais ce que je constate, c'est qu'il y a un glissement de la même façon que ce qu'il y a eu dans l'allopathie, et que on commence en fait à généraliser les traitements en se donnant bonne conscience parce qu'on a une philosophie derrière qui est juste un petit peu plus verte, entre guillemets. Et du coup, moi j'ai le sentiment parfois d'assister à une forme d'allopathie verte parce que, Clairement. ah oui, oui, parce on ne considère plus suffisamment cette notion de terrain qui était tellement importante au départ dans la naturo. D'accord. C'était quelque chose, le terrain, c'était quelque chose de fondamental. Et aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il y a une industrie, de la même façon que dans l'allopathie, il y a une industrie de big pharma, on trouve en ce moment l'industrie des compléments alimentaires. Mais c'est effarant, effarant. Et malheureusement, la plupart des gens tombent là-dedans parce que ils sont aussi dans une situation de difficulté, ils ont besoin de trouver des solutions et tout ça. Mhm. Et donc, on a remplacé les médicaments parce qu'on a compris qu'ils avaient quand même des hauts niveaux de toxicité, qu'il y avait des excès qui étaient faits par rapport à ça, même s'il y avait une efficacité avérée. Et donc, on a on a vraiment diabolisé l'allopathie et les médicaments en se disant, eux, c'est les méchants, nous, on a les gentilles plantes. Mhm. D'accord. Alors que là, actuellement, moi, je vois, comme au début, deux extrêmes. Deux extrêmes. Mais qui ont les mêmes vices. D'accord. Donc, Mhm. attention, encore une fois, je ne généralise pas, mais c'est une tendance que je constate. Et quand je vois dans les magasins bio, notamment, à quelle vitesse les stands de compléments alimentaires euh, grandissent, c'est effarant. Là, il y a un vrai problème. C'est-à-dire que ça devrait alerter tout le monde. Parce que un remède, par définition, c'est une réponse. Et donc, pour moi, par définition, c'est un échec. Parce que ça signifie qu'on n'a pas été en capacité d'anticiper par un respect des principes du vivant, à créer les bonnes conditions de développement. Et donc, on est obligé de compenser systématiquement, justement, par cette allopathie verte, donc des compléments alimentaires. Et donc, on traite de la même façon qu'en allopathie des symptômes, Mhm. alors qu'on se targue quand même de traiter le terrain, tout ça. Oui, mais je retrouve exactement les mêmes erreurs. Et donc, qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que je soulève là-dedans? Je ne suis pas en train de... donc, évidemment, je dédiabolise l'allopathie, mais je ne diabolise surtout pas la naturopathie. Je pense que les deux ont des raisons et torts. Et qu'il faut, encore une fois, revenir au lien, qu'il faut revenir à l'humain, au dénominateur commun, et à essayer de trouver au milieu quelque chose qui permettrait d'être moins dans le symptomatique, mais réellement, réellement, et d'être un tout petit peu plus dans la chaîne de causalité. Bon. Est-ce que, moi j'ai une pensée très claire là-dessus, hein. Pour moi, Ouais, l'offre au niveau des compléments alimentaires n'est que la réponse, en fait, à la demande du marché, qui ouais, est un marché totalement c'est déresponsabilisé. ça, c'est ça. Et par rapport aux professionnels de santé, qu'ils soient naturaux ou allo,
pour moi, ce sont des personnes qui ne sont pas forcément allées chercher leur pourquoi. Ouais, Quand ils restent bloqués dans un truc, exactement. hem, que ça soit l'allopathie ou bien les compléments alimentaires, ça peut être une béquille pour nous aider à justement, reprendre son souffle pour aller Mmh, travailler son terrain. C'est ma pensée personnelle, ce oui, n'est pas tout à peut-être pas fait. la tienne, hein. Si, 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 si. En fait, c'est le sens du remède, hein, pour Ouais. moi. C'est-à-dire que, un remède perd, écoute bien, hein, le Mmh. remède pour moi perd 80 de son efficacité s'il n'y a pas de recherche causale qui est faite en même temps. C'est-à-dire que l'efficacité du produit va être dépendante de ta posture. Ça, c'est exactement ce qu'on va voir au sein de l'académie. Ça peut paraître un peu flou, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que le on pense que le médicament ou la plante que tu vas prendre va avoir une efficacité, intrinsèque absolue. Mais absolument pas. Absolument pas. C'est-à-dire que l'efficacité du traitement que tu prends, qu'il soit allopathique ou homéopathie ou ce que tu veux, va grandement dépendre en fait de ta posture. C'est-à-dire comment est-ce que tu te places par rapport à cette prise de médicament. Est-ce que ce médicament est censé te sauver? Est-ce qu'il est là juste pour pallier à un symptôme dont tu as pris conscience, mais qui va te permettre de te donner la vitalité nécessaire pour traiter les causes? Et dans ce cas-là, les enchaînements, les cascades chimiques que vont engendrer en fait ton traitement vont être totalement différents. Totalement différents. Et ça, pour moi, c'est fondamental en fait. Parce que, encore une fois, on remet l'humain en fait au devant. C'est-à-dire que c'est nous qui sommes responsables. En fait, c'est nous le médicament. Hein. Faut pas se leurrer. Hein. C'est la pastille qu'on prend ou les compléments alimentaires que l'on prend, ce sont juste des stimulations. D'accord. Mais c'est pas ça qui fait que. C'est nous qui faisons par rapport à notre posture, par rapport à cet acte-là. D'accord. Mmh. Donc, il y a vraiment cette notion effectivement de responsabilisation qui revient systématiquement au devant de la scène parce que on oublie trop souvent l'humain. Parce qu'à un moment donné, on pensait effectivement que les médicaments, il suffisait et puis basta. C'est-à-dire que le médicament est sacralisé et ça peut remplacer, si tu veux, tous les mécanismes d'assimilation du corps humain. Parce que inconsciemment, je pense qu'il y a beaucoup de gens, et je les comprends, qui pensent que quand tu prends un médicament, le médicament, il agit, c'est-à-dire qu'il y a un effet direct sur ton corps. Non, non, non. La réaction, c'est-à-dire le bénéfice que l'on cherche, va dépendre de réactions chimiques et enzymatiques, donc une cascade d'enchaînement, qui vont être déterminées en fait mais par l'état, toi, dans lequel tu te trouves. Donc si tu es inquiet par rapport à cette prise de médicament, ou si tu es en pleine confiance, tu vois, ou même dans un certain niveau, si tu as la foi, eh bien, les réactions chimiques ne vont pas être les mêmes. Et donc les conséquences sur ton symptôme ne vont pas être les mêmes. Et c'est ça en fait qu'on constate dans les études, si tu veux, quand ils testent l'efficacité des médicaments, qui sont des biais cognitifs énormes, et énormes, énormes. Je Pierre, je dois m'accrocher pour ne pas me lever et puis me mettre à hurler parce que c'est un sujet, moi, qui me passionne depuis 10 ans. Mais, ri ça a commencé tout bêtement, tu sais? Et avec l'effet placebo. Mais c'est ça, Ce du c'est ça. puis moi j'étais tu sais, je lisais un article, bah, il y a ouais, il y a ouh là, attends, on est en 2023 donc ouais, il y a un peu plus de 10 ans et je dis: «Mais Oui, c'est mais là! oui, oui, Putain! oui, 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 oui. C'est là!» Et Mmh. vrai mais tu sais? Et là, enfin, je t'écoutais parler mais j'ai dû m'accrocher pour Oui, pas me lever puis faire, ouais, ouais, c'est ça. mais oui parce que c'est tellement évident, Oui, c'est écrit en c'est énorme. ça. C'est partout dans notre vie, partout, on à tout ce même une journée, mais toute bête, elle est remplie de signes qui nous dirigent Ouais, là. Quel est ton pourquoi? Le pourquoi aide à comprendre la posture c'est ça. et l'important n'est pas de se dire: «Oh, je suis une mauvaise personne, j'ai le bras tordu». Mmh, Non, juste: «OK, je suis capable de voir que mon bras est tordu» mmh. et des fois ça suffit pour qu'il se détorde tout seul. Exactement, exactement. Et c'est pour ça que
au tout début, alors je sais pas si, mais lorsque l'effet placebo justement a été étudié, donc maintenant là, il y a vraiment de très beaux ouvrages hein, sur le sujet, Mmh mh. mais c'était présenté comme quelque chose d'incroyable, incompréhensible. Mais pourquoi? Tout simplement, mais par rapport à tout ce qu'on vient de dire, parce que on pensait vraiment, on s'était convaincu que le médicament était l'élément, le seul élément en fait. Alors que le médicament, c'est nous. C'est nous. C'est nous qui faisons. Donc si effectivement, à un moment donné, tu fais croire à une personne qu'il a pris un médicament et que tu constates les effets, Mmh. ce n'est que la preuve de ça, en fait. C'est pour ça que je dis que ce que l'on prend, même les compléments et tout ça, ce ne sont pas les compléments n'ont pas de super pouvoir. Ce sont juste des stimulés qui vous mettent dans Mmh. une certaine posture. Mais si vous pourrez prendre tous les compléments alimentaires les plus magiques, les plus incroyables, si vous ne modifiez pas votre posture au moment où vous le prenez, c'est-à-dire que vous restez toujours aussi passif et aussi déresponsabilisé, vous serez condamné en fait à prendre ce complément à vie, à vie. Voilà. Donc, il faut absolument comprendre effectivement, et ça passera par l'approche effectivement de cette notion de placebo et de nocebo, pour comprendre que le cœur, c'est nous en fait, c'est nous, vraiment. C'est exactement là où j'ai envie d'aller depuis déjà un petit moment et les gens suivent petit à petit, mais bon, on se retrouve avec justement un Pierre Etchart qui arrive à en parler parfaitement bien, qu'il est en train d'ouvrir son académie pour essayer de répondre à la question que je t'ai posée avant qu'on parte en sucette. Oui. Comment développer tout ça? Mais tout ça, au départ, ça s'appuie en fait sur une mauvaise représentation et une mauvaise compréhension des différents concepts en fait qu'on manipule. Mmh. C'est-à-dire que là, typiquement, par exemple, c'est l'une des choses que l'on verra au sein de l'académie, on prend l'exemple du médicament. Quand je dis médicament, je parle aussi, au niveau naturopathie, hein, d'accord? Donc on prend en général. Heu, Quand on va parler de remède. Mais en fait, le remède, la notion de remède, aujourd'hui, il est basé uniquement sur des conceptions subjectives. Mmh. C'est-à-dire que chacun se fait une idée de ce que c'est qu'un remède et on se met d'accord. Mais c'est extrêmement problématique parce que si vous n'avez pas la rigueur en fait de poser des définitions et de comprendre ce que signifient les mots, vous serez incapable d'en comprendre les implications Mmh. parce que vous serez incapable de dessiner en fait les limites de ce phénomène. C'est-à-dire que si je parle de remède comme ça de façon très légère, tu vois, sans essayer de réfléchir à ce que ça signifie, eh bien, je peux lui faire dire n'importe quoi. Mmh. Alors que si je me penche dessus, c'est-à-dire qu'on étudie le principe d'un médicament, comment est-ce qu'il a été fait, comment, voilà, eh bien en fait, on voit qu'il a une définition précise et qu'il y a des choses qu'on ne peut pas lui faire dire. Et donc, on voit les contours, c'est-à-dire qu'on voit les limites au-delà duquel il ne répond plus. Et donc, ça nous permet de dire, ah, on peut dire ça, mais par contre, ça, on ne peut pas dire d'un remède. Et ce glissement, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir fait ce travail en amont, fait qu'aujourd'hui, on attribue justement au traitement, aux médicaments, aux remèdes, 100% de l'efficacité. Et qu'on est complètement abasourdi, on a l'impression d'être dans un film quand on voit un effet placebo. Mais c'est pas possible, c'est complètement mystique. Non, c'est pas mystique. C'est juste que vous n'avez pas été rigoureux au départ dans la compréhension des phénomènes qui vous entourent, et donc vous êtes incapable en fait de comprendre quelles sont les implications. Quand tu comprends comment fonctionne un remède, quelles sont ses véritables propriétés, et puis tu comprends en fait que ces propriétés elles sont limitées et qu'elles ne peuvent pas entraîner les réponses que l'on donne face aux symptômes. Et donc ça redonne la place en fait à l'humain. Donc tout est là. Quand tu disais que tout nous disait ça, mais tout est là. Mais tout est surtout dans la véritable compréhension des termes et des concepts que l'on manipule. Et donc l'idée, dans un premier temps, c'est en fait de déconstruire cette façon que l'on a de penser les choses de façon trop légère et avec un manque de rigueur. Et donc de reprendre les termes fondateurs de notre discours, de notre compréhension, de l'appréhension que l'on a du vivant, de tous les processus qui sont dans le vivant,
et d'essayer du coup de dessiner de façon rigoureuse tous les contours, c'est-à-dire de considérer que chaque concept a une limite. Et à partir du moment où on pourra avoir des limites, on pourra se donner les moyens de les dépasser. Mm. D'accord ? Parce que là, on aurait pu gagner du temps. C'est-à-dire que si on avait compris effectivement ça par rapport au remède, on aurait de suite vu, ah mais du coup, ça veut dire que ça a très peu d'impact. Ça entraîne une information, mais qui est très limitée, et donc du coup, il faut qu'on cherche quel est le vrai médicament. Et là, on se serait rendu compte que c'était nous. Et donc, ça aurait modifié notre posture, ça aurait modifié notre axe de travail, et évidemment, ça aurait totalement modifié notre façon de consommer. Ou de consommer la vie. Oui, de consommer la vie, mais de consommer généralement. C'est-à-dire qu'on aurait été, on aurait su vraiment dans quelle direction aller et pourquoi est-ce qu'on le faisait. Parce qu'à partir du moment où tu fais les choses comme ça, les notions de bien et de mal, ils s'atténuent de plus en plus, de plus en plus. Et tu te rends compte en fait que c'est une question de perspective, d'accord? Et qu'il n'y a pas de bien et il n'y a pas de mal. Il n'y a que des circonstances. L'important est de comprendre la circonstance. Hein. Oui, mais c'est ça, c'est Mhm. ça. Je te prends l'exemple de médicaments parce que c'est toujours pareil hein, par rapport à cette démystification. Tu sais, bon, maintenant on sait, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se méfient, qui ne veulent plus prendre de médicaments et tout ça, et je les comprends, et c'est normal, parce que là, on se rend compte effectivement qu'il y a eu énormément d'abus, mais de la même façon, ça me semble dangereux de rejeter totalement l'allopathie par principe, c'est-à-dire par réaction au fait qu'on s'est rendu compte effectivement qu'il y avait eu énormément d'abus. À mon sens, il ne faut pas le faire pour ça, il faut le faire en ayant compris pourquoi est-ce qu'il y a eu de l'abus, et à quoi servent exactement les médicaments. Parce que dans certaines circonstances, il y aura un véritable intérêt. Je te donne l'exemple de la douleur. Parce que ça, c'est vraiment un sujet qui va être fondamental dans notre formation. Mhm. La douleur, c'est quelque chose qui a des conséquences très 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 fortes en termes d'adaptation au niveau de tous les systèmes du corps. Très très fortes. Et donc, moi, j'ai des gens au cabinet qui viennent des fois et qui me disent oui, j'ai mal là depuis une semaine et j'ai pas voulu prendre justement de médicaments parce que je ne veux pas prendre de médicaments. D'accord ? Et dans ce contexte précis, très précis, ça peut poser problème parce que justement la douleur sur une semaine va engendrer un tas d'adaptations et de compensations dans le système, dans l'organisme, qui va être beaucoup plus préjudiciable que les préjudices qu'aurait pu porter le médicament que tu avais pris à ce moment-là. Et donc, si tu veux, moi, ce que j'aimerais remettre au goût du jour, avec justement le fait d'apporter ces notions-là aux gens, aux académiciens lors des formations l'année prochaine, c'est justement d'être capable en fait de distinguer les pour et les contre. C'est-à-dire d'être capable de comprendre pourquoi on utilise tel médicament ou pourquoi est-ce qu'on ne l'utilise pas. Pour pouvoir faire justement remettre en avant ce balancier de bénéfices-risques, mais de façon systématique. D'accord ? C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y aura des situations très précises où les médicaments seront beaucoup plus intéressants que toute autre chose. Probablement le moins souvent, c'est-à-dire que ce sont des cas qui pour moi sont exceptionnels, mais ça dépend des cas. C'est-à-dire que ça va dépendre de la personne, de ce qu'elle a, de son histoire, voilà, ça dépend de beaucoup de choses. Mais il n'y a pas de règle, il n'y a pas de règle, il n'y a que des circonstances. Et donc là, l'idée, c'est quoi ? C'est d'arriver à créer des outils, à comprendre, à amener les gens à réfléchir à certaines choses pour qu'ils puissent avoir ce raisonnement-là. Et la liberté, vraiment, l'autonomie au niveau de la pensée, c'est ça. C'est-à-dire que quand je suis face à une situation, quels sont les outils que j'ai dans ma réflexion, qu'est-ce que j'ai compris de ces choses-là, pour pouvoir m'amener à faire un choix. Est-ce que je prends un médicament parce que j'ai peur de mourir, ou est-ce que je prends le médicament parce que j'ai compris quel risque et quel bénéfice j'avais à le prendre ? C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. J'ai très envie de compléter ton propos parce que, encore une fois, expérience personnelle, c'est que je me suis rendu compte aussi que il fallait aussi être prêt à prendre, à se responsabiliser. Il y a ce côté, il y a le côté courage quand même, hein, qui est très très important. Est-ce que j'ai assez confiance en moi et en la vie et en ce que je sais
pour arrêter X traitement? Mmh. Est-ce que j'en sais assez? Est-ce que je suis prêt émotionnellement à le faire? Parce que parce que nous sommes des enfants de la télé, mais nous sommes aussi des enfants de la déresponsabilisation. Mais ça va avec, en fait, ça va avec. Ouais, 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 Ah, ouais. la télé nous a amenés à nous déresponsabiliser. Elle a été un outil de entre guillemets «de propagande», Mmh, d'outil de propagande pour nous amener à enfin, c'est quand même un outil qui a été créé pour vendre du temps de cerveau disponible, d'accord? Pour nous amener justement à avoir des comportements qui justement répondent aux besoins du système dont on parlait tout à l'heure. Donc les publicités pour nous amener à consommer tel ou tel produit, à nous dire quoi faire, le JT à telle heure, les jeux à midi. Enfin, c'est quelque chose c'est un outil qui nous a dicté nos modes de fonctionnement et les gens ont vécu, c'est-à-dire qu'ils rythmaient leur journée par rapport à ça. À midi, il fallait être là, à cette heure-là, il fallait manger à cette heure-là parce qu'il y avait le jeu télévisé ou le JT, j'en sais rien. Et le soir, c'était pareil. Donc, t'avais pas de. Donc, on est quand même dans. Et ça, c'est quelque part, quand tu arrives au JT et que le JT te dit, c'est-à-dire qu'il choisit, lui, arbitrairement, sans aucune objectivité, les informations qu'il veut te partager, d'accord. C'est pas pour rien. À un moment donné, il y a quand même quelqu'un qui a décidé que le JT, c'était pour transmettre uniquement des mauvaises nouvelles. mmh D'accord. mh. Donc, et ça, c'est quelque part, c'est un outil. Quand je te dis que c'est un outil de propagande, c'est que c'est un outil pour générer en fait de la peur. Et la peur, c'est l'élément principal justement pour amener les gens à se déresponsabiliser. Mmh. Parce que s'ils ont peur, ça veut dire qu'ils ont besoin de quelqu'un d'autre pour les sauver. Ils ont besoin d'un sauveur. On sait en communication et en marketing que, pour qu'une bonne pub fonctionne, il faut arriver à déclencher une émotion vive, qu'elle soit d'une joie extrême, de bonheur ou de peur, d'anxiété et tout ce bordel-là. Ouais, Ce qu'on a pu remarquer dans le marketing, c'est que, c'est pas récent, hein, ça a plus de 10 ans, plus de 15 ans, parce que moi j'ai fait mes études en marketing, déjà un petit moment. Hem, que c'était plus facile quand on déclenchait de la peur chez les gens et bien sûr, et bien sûr, on est un bien peu sûr. bloqué dans ce cercle-là. Donc on parlait d'être prêt, en tout cas moi je parlais d'être prêt à se re-responsabiliser. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'avant même d'arriver à se responsabiliser, c'est qu'on avait souvent peur, on est: «Ah mais non, mais non, mais non, mais je peux pas prendre cette décision, je peux pas savoir ça, j'ai pas fait les études. Mais non, moi j'y connais rien». Je me dis: «Mais attends, ton corps, tu l'utilises concrètement tous les jours». Je veux dire, il y a pas il y a pas un moment où tu le lâches. Peut-être la nuit pour faire un petit voyage astral, sans commentaire. Ah, est-ce qu'il y a un moyen de dépasser un peu cet auto-saboteur qu'on a, plugué, derrière le crâne? Ben oui, ça revient toujours, on en revient finalement toujours au même processus. Mmh, C'est-à-dire que quand on a peur de quelque chose, quand on n'a pas confiance en soi, tu vois, ça renvoie à ce qu'on retrouve souvent dans les domaines de la santé des praticiens, hein, qui est le fameux, syndrome de l'imposteur qu'on retrouve, mmh. très souvent. Il est lié justement au fait que les gens, heu on 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 les a tellement déresponsabilisés pendant longtemps, qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont pas de légitimité, en fait, à pouvoir penser et encore moins à ce que leurs pensées engendrent des actes. D'accord, en fait, qui n'ont même plus même au-delà de la légitimité, mais les moyens de le Oui, faire. oui, c'est ça qu'ils ont pas les moyens de pouvoir le faire et donc, si tu veux, là, ils sont enfermés, dans un paradigme qui fait que, c'est très difficile, c'est très, très, très difficile d'en sortir. À moins, encore une fois, de remonter vers le pourquoi. Mmh, C'est-à-dire de se demander: «Pourquoi est-ce que j'ai ce sentiment-là?» D'accord? Et à partir de là, beh, on va retomber sur les éléments dont on a parlé avant et il va falloir, à un certain moment, redéfinir les termes que l'on emploie, comprendre de quoi l'on parle quand on parle de ce dont on parle, mmh. voilà. Et à partir de là, mais ça se déroule tout seul parce qu'en fait, on se rend compte qu'on est
capable de structurer une pensée, et à partir du moment où la pensée devient structurée, elle devient constructive. C'est-à-dire qu'elle devient cumulative. Mmh. Quand tu as une pensée qui se structure, en fait, c'est comme les caplas, tu peux en mettre un sur l'autre, sur l'autre, sur l'autre. Par contre, quand ta pensée n'est pas structurée, mais en fait, ça reste une espèce de truc comme ça qui reste, qui flotte, mais qui peut pas s'additionner, qui Mmh. peut pas s'accumuler. Et donc, tu peux pas arriver à un état, parce que quand tu accumules quelque chose qui est structuré, à certains étages, tu as l'émergence en fait d'idées, tu as l'émergence de situations tellement inédites par rapport aux situations réflexives que tu as pu avoir par le passé, que ping, il y a des choses qui arrivent. Mmh. Et donc le fait de t'élever par la pensée construite te permet en fait d'atteindre des compréhensions de choses que tu ne peux pas, absolument pas appréhender si tu restes dans un niveau déconstruit comme ça qui est très sableux, très mouvant. Tu as relevé plusieurs fois le fait qu'il était important de revoir en fait les notions, les connaissances, les concepts, Ouais, de remettre un petit peu de l'ordre dans tout ce qu'on pense, croit ou qu'on a un peu déformé, dû à nos cultures ou nos habitudes, ou nos peurs aussi, parce que je pense qu'on beaucoup. a, on on a toujours un filtre de l'expérience et de ce qu'on veut plutôt, de ce qu'on veut pas affronter, de ce qu'on voilà, et ça a l'air d'être vraiment quelque chose d'extrêmement important. Est-ce que c'est si important parce que ça doit être la base de notre grille de lecture pour pouvoir analyser autour de nous? Mais le comme on disait, tout à l'heure, si tu veux, nous sommes dépendants de nos sens, si tu veux, pour créer une représentation du monde dans lequel nous vivons. Mmh mh. Et l'un de ces outils, ce sont les mots, d'accord? Mmh. Et la façon que nous avons d'échanger, nous, entre humains, c'est d'un point de vue conscient, essentiellement verbal, d'accord? Et donc, lorsqu'on va parler, par exemple, lorsqu'on discute, toi et moi, notre niveau d'abstraction, notre niveau de compréhension, notamment des implications de ce que l'on dit, va être totalement dépendant de la clarté conceptuelle qu'il y a derrière les termes que l'on emploie. C'est-à-dire que, par exemple, si je veux parler avec toi, je ne sais pas, tiens, on va parler par exemple, du premier module que je fais l'année prochaine au sein de l'académie, Mmh mh. concerne l'homéostasie. Mmh mh. D'accord. Bon. C'est un terme qui a été extrêmement à la mode ces 10 dernières années, Mmh mh. et qui a été utilisé comme ça pour expliquer un concept qui finalement n'est pas vraiment clair, ou en tout cas pour très très peu de gens. Et donc, si toi et moi, nous ne faisons pas l'effort au départ de clarifier ce concept, de savoir de quoi on parle quand on parle de l'homéostasie, tu vois, et bien en fait, notre dialogue va être limité. C'est-à-dire qu'on va avoir un niveau d'abstraction qui va être extrêmement limité, parce que ce que je vais te dire par rapport à ma vision de l'homéostasie ne va pas résonner en toi, ne va pas toucher des zones, ça va pas taper ton cœur, et du coup, tu vas pas réussir à arriver là où je veux t'emmener, et vice versa. Et vice versa. C'est-à-dire que toi, tu vas me faire rebondir sur quelque chose, mais comme on n'a pas fait ce travail au préalable, mais je vais sentir qu'il y a quelque chose, mais sans jamais vraiment l'atteindre. Mmh mh. Et donc, ça, c'est pour un terme. Mais lorsque tu as un mot, 2 mots, 10 mots, 15 mots qui sont utilisés, eh bien, en fait, ça devient exponentiel. Et on en vient, en fait, à avoir des discours, des dialogues, même créer des modèles explicatifs sur le vivant qui sont extrêmement bancals. Extrêmement bancals. C'est-à-dire que non seulement on se prive, et c'est ce qui se passe, de mesurer les implications de ce que l'on comprend réellement du vivant aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des données incroyable depuis 50 ans, et on n'en tient absolument pas compte parce qu'on n'a pas compris les implications. Tu vois, c'est ce que je disais lors de mon dernier podcast. Euh, j'ai expliqué que, tu vois, par exemple, lors de ma dernière conférence que j'ai fait au potentiel humain, je parlais du cœur. D'accord. Bon. Eh bien, depuis les années 80, donc on parle du XXe siècle, hein, les années 80, on a découvert que le cœur était une glande endocrine, c'est-à-dire qu'elle produit des hormones. Alors, ça, quand tu as des notions de physiologie, tu comprends bien que les implications dans la façon de te représenter un organe quand il est endocrine
est complètement différent d'une structure que tu représentes uniquement comme un corps musculaire. D'accord? Et on parle du cœur en plus, hein, on ne parle pas d'un petit muscle caché, on parle du cœur. Et ça a des implications, mais extrêmement fortes sur la façon que l'on a donc de se représenter le cœur et du coup de se représenter l'être vivant. C'est-à-dire quelle est la place du cœur. D'accord? Et ça, ce sont des choses dont on n'a absolument pas mesuré les implications. Et comment on se rend compte qu'on n'a pas mesuré les implications? Mais il te suffit d'ouvrir les ouvrages d'anatomie et de physiologie, parce que moi j'en ai, parce que je suis obligé de me tenir au courant des dernières éditions par rapport aux cours que je donne. Mais j'ai revu ce que je disais dans le podcast, la réédition du Tortora et du Marieb notamment, mais il n'y a pas un mot sur ça. Non, mais tu sais que moi, j'en avais jamais entendu parler. Bon, je suis pas professionnel. Quand t'as dit ça, genre le cœur est une glande endocrine, ça fait Mais, genre. oui, mais c'est ça en fait, c'est ça la folie en fait. C'est ça la folie. C'est complètement fou. Et les gens, si tu veux, sont loin de s'imaginer ça. C'est-à-dire que moi, je suis un jeune étudiant, d'accord? Je vais à la librairie, j'achète le Marieb, je suis persuadé, je mets ma main à couper, que dans ce bouquin, il y a tout ce que l'on sait en 2023. D'accord? Et donc, je peux, je dirais vraiment de façon, sans prendre trop de risques, me dire que si j'apprends ce bouquin, je vais pouvoir construire une idée, une image mentale du vivant la plus objective qui soit. Eh bien, c'est faux. Voilà. J'ai envie d'hurler. Parce que non, mais parce que c'est un truc, tu sais. J'ai pas le vocabulaire. Mhm. Mais je pense que quand on prend la peine de voir qui nous écoute, quelle oreille nous entend, et d'adapter sa dialectique par rapport au receveur, on peut parler de tout avec tout le monde. Mais quand on ne veut pas mettre à jour ces connaissances-là, je vois même dans le marketing, moi j'étais la bête noire des profs. Les profs me détestaient parce que moi j'étais monsieur pourquoi? Je lui dis: «Non mais attends, et puis» et ou alors j'arrivais, je dis: Mais oui, mais attendez, mais vous savez quand même que l'année passée, on est passé à ce stade-là, puis qu'il y a ça comme outil, puis que maintenant on peut faire ça comme ça, machin». Et j'ai mis des profs sous antidépresseurs, hein. Enfin, ouais, ils se sont mis eux-mêmes à cause de moi par rapport à ça. Et là, quand tu me dis que le bouquin, un des bouquins les plus importants en physio-anatomie Mhm. est pas mis à jour, mais je trouve ça d'une gravité extrême. C'est vraiment problématique parce que l'ouvrage, si tu veux, il est d'une efficacité et d'une précision incroyable. C'est un très 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 bel ouvrage. Mais par Mmh. contre, on ne comprend pas. On se rend compte en fait qu'il y a une orientation, c'est-à-dire qu'on décide de parler de certaines choses, mais pas d'autres. Et ça pose problème parce que dans la tête des gens qui lisent l'ouvrage, c'est pas mentionné si tu veux au début. Il n'y a pas un avant-propos le fait que certains éléments ne seront pas traités ici. Nous avons décidé d'avoir une subjectivité. Tu vois, c'est pas marqué. Et donc les gens qui étudient ça, ils pensent que tout ce que l'on sait en 2023, euh, c'est là-dedans. Et c'est d'ailleurs ce en quoi on est à droit d'attendre. Bah, c'est comme les allopathes qui prennent le Vidal pour la Sainte Bible. Exactement. Alors, Exactement. le Vidal, c'est en fait, c'est le dictionnaire de tous les remèdes Médicament. commercialisés dans le monde entier. C'est ça. Voilà. Ah, mais là, tu m'as mis un coup Ouais. avec le coup le cœur, la glande endocrine, puis que c'est pas Mais dans oui, le, dans ce fucking bouquin. mais oui, et ça c'est un détail. Tu sais, ça c'est un élément, parce que les éléments que je vais amener justement, que je vais additionner l'année prochaine là, donc dans les différents modules. Mais le cœur justement, c'est celui dont on parlera dans le premier module lors de l'homéostasie. Mais après, tous les autres systèmes en fait, y passent. Tu vois, tous les autres systèmes y passent. Il y a des éléments aussi sur le système même endocrinien, sur le système nerveux, qui ne sont, qui ne sont absolument pas qui ne sont pas intégrés
Mais tu te demandes pourquoi? Parce que les implications dans notre façon de représenter les choses, tu vois, par exemple, pour le, pour le système nerveux, alors, je ne vais pas expliquer ce qu'il en est exactement maintenant, c'est pas le moment, mais dans le chapitre sur le système nerveux, justement, on va se rendre compte que cette image que l'on a du système nerveux comme des espèces de fils électriques, là, tu vois, qui longent, mais ça, c'est plus possible, en fait. C'est pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Et Moi, là, je vois ça comme un courant électrique, entre chaque, ah non, mais ça, c'est entre du. chaque cellule, en fait, pour Oui, moi. oui, mais c'est bien trop simplifié, en fait. C'est bien trop C'est simplifié. encore trop simplifié. Ah oui, c'est beaucoup trop simplifié. Quand on voit l'importance et l'emplacement, c'est-à-dire la façon dont interagit le système nerveux avec tous les autres systèmes, on peut plus le considérer comme ça. On peut plus le Bon, considérer comme ça. Pierre, on va pas faire tous ton académie. Ah puis écoute, pourquoi pas? Moi, je pense qu'il faudrait, oui, moi, je pense qu'il faudrait que tout le monde puisse la faire. À qui ça s'adresse, hein, en fait? Justement, à tout le monde. Mmh. C'est-à-dire que ça va s'adresser, autant aux personnes, beh, qui sont professionnelles, qui travaillent, qui sont dans le domaine de la santé et qui veulent justement, pouvoir, obtenir des outils de réflexion un petit peu plus, je dirais, structurés et pouvoir Mmh. avoir justement, des arguments et des façons de penser qui puissent, mieux, ordonner leur argumentation et Mmh donc mh. du coup pouvoir mieux asseoir leur posture. C'est-à-dire mieux saisir le sens du pourquoi. Mmh. Tout comme les personnes qui ne sont absolument pas dans du métier, qui ne sont pas dans la santé, mais qui eux-mêmes doivent prendre soin de leur propre santé. Mmh. C'est-à-dire que, par exemple, une mère de famille, tu vois, dont elle a sa propre responsabilité, mais elle a aussi la responsabilité de santé des enfants et donc elle se doit d'avoir elle doit faire des choix à un certain moment. Donc, soit le choix de déléguer complètement la santé à une tierce personne, soit d'avoir des éléments pour pouvoir comprendre le pourquoi et essayer d'avoir un semblant de liberté dans la chaîne de décision pour justement que ce soit pour les traitements, mais surtout, et c'est là où on mettra vraiment un très très grand accent dans cette académie, c'est que l'objectif, si tu veux, de disséquer tout ça et de vraiment mettre du sens, c'est de réhabiliter l'un des fondements de la philosophie de l'ostéopathie, qui est la prévention, la vraie prévention. Oh, qui est même, centrale, pas que dans l'ostéopathie, Bien évidemment, tu mais regardes dans la médecine, tu vas en Asie, bah oui, et tu viens ici, bah non. absolument, absolument. Mais quand je disais ostéopathie, c'était pour Mmh. expliquer mon cheminement en fait. Oui, C'est on a compris que tu étais fan de l'ostéo, puis d'ailleurs, faudrait que j'aille voir le mien aussi qui est assez exceptionnel. Vous seriez potes, j'imagine. Ah, on aurait Ah, sûrement c'est beaucoup de sûr choses à se même. dire. Mais c'est vrai que à partir du moment où on clarifie les choses Mmh. et qu'on commence à, à, à avoir une vision beaucoup plus subtile et complexe, mais du coup plus objectif du vivant, Mmh. cela nous donne beaucoup plus de moyens et de clés pour agir en termes préventifs. Mmh. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on est condamné quelque part dans ce système à agir uniquement dans le curatif. C'est-à-dire qu'on attend que les symptômes arrivent pour les traiter. Mmh mh. Et donc, que ce soit dans l'allopathie ou l'allopathie verte, après, ça devient essentiellement une affaire de commerce. Alors, pas toujours, je ne généralise pas, mais globalement, c'est comme ça que ça s'installe aujourd'hui. D'accord? Est-ce que c'est, une réaction à notre totale déresponsabilisation? Est-ce que ça serait pas, en fait, le serpent qui se mord la queue? Quoi donc? Je De. veux pas prendre mes responsabilités, donc je veux ça et je veux pas prendre mes responsabilités, Oui, donc et c'est oui, en fait, c'est oui, j'ai l'impression que, mais tu la sais, la boucle est bouclée, hein? mais on voit, voilà, la perso voilà, on va dire le problème, la «solution» entre guillemets et Mmh. que quand tu arrives du problème, c'est que je veux pas prendre mes responsabilités, donc je vais choisir cette solution-là. Mmh. Et puis en sortant de la solution, quand tu te rediriges vers le problème, tu as pas repris ta responsabilité, donc tu te retrouves à nouveau vers le problème pour rechoisir la même Oui, solution. sans compter que quand tu choisis la solution dont tu parles, cette Mmh. solution en général, elle va t'amener à te déresponsabiliser encore plus.
Donc, c'est un cercle vicieux. C'est pas juste une boucle. Mmh. D'accord? Ouais, C'est un cercle qui se contracte sur lui-même. c'est une spirale descendante. Ouais, ouais, absolument. Bon, Absolument. alors je vais te décevoir, mais il y a beaucoup de gens qui vont pas faire ton académie. Ah, mais ça, malheureusement, je m'en doute, hein. Je m'en doute. Mais Il par y aura contre, pas assez un de place truc à pour tout le monde de toute mais façon. par contre, il y a quand même des trucs qui sont chouettes, hein. C'est que tu reviens, mais quand tu veux, donner des teasers sur ce que tu sais, sur ce que tu enseignes dans ton académie, pour potentiellement convaincre le plus de personnes possible de, d'en apprendre plus pour pouvoir ensuite le distiller autour de soi. Parce que je suis sûr que tu seras d'accord avec moi, je pense que le savoir se propage en permanence et pas que de professionnel à professionnel, Non, non. mais de, heu, voilà, entre les amis, on croise quelqu'un dans la rue, on dit un mot: «Ah oui, bah tiens, moi j'ai» voilà, puis il y a ça, puis et que refaire ce maillage de communication, d'énergie, de conscience entre nous, je pense que c'est un peu notre passion, que ça soit, chez toi, au Chou et chez d'autres, hein. Exactement. Donc reviens donner des teasers quand tu veux au Chou, mais quand tu veux. Merci Je vais beaucoup. pas t'envoyer des Bristol toutes les semaines, hein. Par Non. contre, je vais te laisser le mot de la fin. Le mot de la fin, beh, déjà te remercier, hein, pour avoir, pour cette invitation, d'avoir partagé ce moment ensemble. Et effectivement, par rapport à ce que tu disais, par rapport à l'académie, que tout le monde ne viendrait pas, effectivement, ça c'est une réalité parce que déjà, il y aura pas suffisamment de place pour tout le monde, déjà. Mais, cette notion dont on a parlé, qui est fondamentale et que je voudrais vraiment que les gens retiennent, c'est vraiment cette notion de lien. C'est que le lien, c'est vraiment la clé pour moi, c'est vraiment la clé du juste. Et le lien, il est aussi important pour moi parce que justement, c'est une propriété de l'humain. C'est-à-dire que le lien, c'est quelque chose que crée l'humain par sa posture. Mmh. Et c'est pour ça que c'est quelque chose d'aussi précieux et d'aussi, je dirais presque sage. Donc, vraiment, j'espère que j'aurai la chance de partager cette notion de lien, que ce soit au sein de l'académie ou ailleurs, avec vous. En tout cas, au Chou, quand tu veux, quand tu veux. Merci Dani. Et vous avez tous les liens sous la vidéo pour suivre Pierre, pour en savoir plus, pour en apprendre plus, pour ressentir plus. Et je vais te demander une toute dernière chose. Lève le menton. If you know, you know. Je voulais juste, parce que moi j'ai juste vu la petite pomme de pin là, j'ai dit ça c'est ma cam. Donc voilà, pour ceux qui savent. Je t'embrasse plein très fort, Pierre. Merci à tous. Merci encore et tu Merci à toi viens Dani. quand tu veux. Merci beaucoup. À très bientôt. Si on fait ça, on a déjà fait un gros morceau du chemin et ça change déjà beaucoup de choses. Birthright for all people to be happy, strong and healthy. La santé, si on devrait la définir en tant que telle, c'est être adaptable. Toutes nos maladies sont le résultat de nos habitudes de vie. On a oublié qu'à l'autre bout, il y a un consommateur. Quand on voit les informations, bien sûr qu'il y a des trucs horribles, il y a toujours eu des trucs horribles, sauf que maintenant on les voit. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on partage le stress du monde entier. Comment voulez-vous qu'on s'en remette ?